Je suis guadeloupéen, ceux qui ne me connaissent pas, je suis guadeloupéen, je suis né en 1980. J'étais victime d'un ouragan, 1989, l'ouragan Hugo, qui est un peu similaire à celui qu'on a connu, qu'ont connu les Bahaméens il y a 2 semaines avec Dorian. J'ai eu la chance de pouvoir sortir de la maison de mes parents avec mes parents, mes petites sœurs, et puis des personnes qu'on hébergeait pour aller se réfugier chez nos voisins pendant l'œil de l'ouragan, qui, malgré la période d'accalmie, en fait, commence ce qu'il y a de plus puissant en fait, dans un ouragan. J'ai été marqué par ça parce que, au lever du soleil, mon village était complètement ravagé, la maison familiale qui avait à peine 2 ans était partiellement détruite. J'ai vu énormément de solidarité dans ces moments-là, et j'ai décidé de devenir météorologue. Je travaillais beaucoup sur les nuages, les vortex turbulents, tout ce qui touche aux nuages, tornades, aux ouragans, la conception de capteurs. Deuxième déclic pour moi, ça a été Haïti, mes voisins haïtiens qui ont connu malheureusement en 2010 un séisme extrêmement meurtrier, et je venais d'être père. Et je me suis énormément projeté et j'ai imaginé en fait ce qu'était la détresse de ces parents qui cherchaient leurs enfants, ces hommes qui cherchaient leurs femmes, ces femmes qui cherchaient leurs maris. On a constaté en fait que le numérique pouvait aider dans ces moments-là à cartographier les territoires qui avaient été en proie à des crises et qui avaient besoin de données cartographiques pour pouvoir soutenir les populations. Alors, le titre de ces conférences est un peu fourre-tout, soyons entreprenants. En tant qu'insulaire, l'idée c'est de vous montrer un peu ce qu'on a pu réaliser en pratiquement 8 ans, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Corse, et en quoi la Calédonie n'échappe pas en fait à ses capacités de créativité, ses capacités aussi d'innovation, et comment en fait nos positions d'insulaires sont importantes aujourd'hui, surtout les sujets qui reviennent constamment, l'effondrement, le réchauffement climatique, la montée des eaux, la disparition d'espèces, biodiversité, etc. Comment nos territoires, nos mini-planètes, nos mini-pays peuvent servir de laboratoire. Énormément de ministres nous l'ont vendu en venant dans nos territoires. On nous a tous dit que nous étions les sentinelles de réchauffement climatique. Et finalement, force est de constater que nous sommes toujours les derniers à disposer des dernières technologies. Nous sommes toujours les derniers sur la DSL, derniers sur la fibre, dernier sur la 5G, dernier sur le DAB+, qui va remplacer la bande FM, dernier sur la TNT, alors que nos territoires connaissent les crises les plus importantes qui soient crise climatique, crise catastrophes naturelles, des séismes, des tsunamis. On ne peut pas avoir peur d'exiger ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Et c'est en ça en fait que je me suis inscrit en faux sur des crises cycliques qui reviennent régulièrement et qui frappent régulièrement nos territoires. J'ai essayé de planter un peu le décor sur un peu ce qui m'anime et comment nos territoires ont profondément inspiré la France et inspiré aussi le monde et donné naissance à des technologies qui nous sont aujourd'hui indispensables. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cet homme? Qui connaît cet homme? Vous ne dites rien? Qui est déjà allé à Paris? Si, un peu. Bon, qui sait ce que c'est que la Tour Eiffel? C'est bon, tout le monde sait. Alors, cet homme s'appelle Gustave Ferrier. Et la montagne qui est derrière, c'est la montagne Pelée, en Martinique. Ce volcan, c'est en 1902 la plus grosse catastrophe naturelle qu'ait connue la France. 30 000 morts, brûlés vifs. Alors que le volcan va donner des signes. On essaie évidemment, on n'a pas la connaissance scientifique technique aujourd'hui sur les volcans, mais le volcan a donné énormément de signes dès janvier, des fumerolles, des inondations, des laves, des centaines d'ouvriers qui décèdent. Les animaux sont partis, les scolopendres, les fourmis, les serpents, les chiens sont partis, les oiseaux sont partis, et les hommes sont restés. Mauvaise décision politique, locale, régionale, nationale, il y avait des élections, et le 8 mai 1902, éruption de la montagne Pelée, coulée pyroclastique, et en quelques heures, 30 000 Français et Saint-Pierre grillés de la carte et du code officiel géographique, donc le répertoire des communes de France pendant 10 ans. Je parle souvent de cette catastrophe naturelle-là parce qu'elle nous a touchés, nous, Antillais, que c'est à date, et je touche du bois, je l'espère, la dernière fois qu'on connaîtra un sinistre aussi important,
Gustave Ferrier a joué un rôle important, c'est qu'il a été envoyé dès 1902 par Paris pour expérimenter la TSF, la télégraphie sans fil, qui était émergente, le Morse. Il y avait déjà des câbles télégraphiques entre la Martinique et l'Hexagone. Malheureusement, l'éruption a cassé ce câble télégraphique, déclenché un tsunami sur l'île de Sainte-Lucie, au sud de la Martinique. Et le seul moyen de communiquer, c'était d'utiliser la télégraphie sans fil vers la Guadeloupe, et ensuite de renvoyer ces messages d'alerte et de détresse et besoins vers l'Hexagone à travers ces câbles sous-marins entre la Guadeloupe et l'Hexagone. Gustave Ferrier est rentré en 1903 à Paris avec ses émetteurs qu'il avait déployés sur la presqu'île de la Caravelle, et il a posé ses émetteurs sur la Tour Eiffel. Et en 1909, quand il a fallu détruire la Tour Eiffel, elle n'a pas été détruite parce que la Tour Eiffel est devenue stratégique du point de vue de l'utilisation de la télégraphie sans fil. C'était la 5G de l'époque. Quand Gustave Ferrier, en 1909, permet en fait la Tour Eiffel, c'est l'homme qui a sauvé la Tour Eiffel, Gustave Ferrier. Et l'histoire serait déjà très belle si elle s'arrêtait là. Il est devenu le patron du bureau des longitudes, parce que grâce à la Tour Eiffel et les émetteurs, on a réussi à synchroniser les horloges dans les bateaux et calculer les longitudes. On savait calculer les latitudes, mais on avait du mal à calculer les longitudes et calculer le décalage horaire en fait de ces navires. Donc ça a amélioré la sécurité marine. Et en fait, on s'est rendu compte que le temps, puisque c'est ce que transmettait la Tour Eiffel à l'époque, le temps, la transmission du temps était devenue hyper stratégique, et toutes les constellations que nous avons aujourd'hui au-dessus de nos têtes, le GPS, GLONASS russe, Galileo européen, QZSS japonais, Baidu chinois, toutes ces constellations de satellites ne sont ni plus ni moins que des petits émetteurs qui transmettent du temps. Et ces émetteurs dans ces satellites permettent aujourd'hui de synchroniser nos horloges de téléphonie mobile, de synchroniser nos fibres optiques, nos routeurs. Au bout de chaque fibre optique, il faut que vos routeurs soient à la même heure, parce que le retour dans le futur, je peux vous garantir que les routeurs n'aiment pas trop. Ça nous permet de positionner évidemment des véhicules, de sécuriser la navigation aérienne, la navigation maritime, la navigation fluviale. Et si ça s'arrêtait là, ce serait déjà énorme comme histoire. Sans ces constellations GNSS, on ne pourrait pas synchroniser les transactions financières. Toutes nos bourses aujourd'hui sont synchronisées par ces constellations qui permettent d'horodater les transactions et de savoir qui a vendu quelle action avant qui. 1902, 30 000 morts français, une catastrophe naturelle, une innovation technologique, une entreprise publique qui permet à cet homme de déployer au niveau mondial une technologie qui permettra et qui nous permet aujourd'hui de vivre dans le confort dans lequel nous sommes. La question que je pose souvent, c'est: est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si cette catastrophe venait à se reproduire, nous serions équipés? On a connu en 2004 dans l'océan Indien un terrible tsunami qui a fait des centaines de milliers de victimes occidentales, mais aussi, c'est ce qui a marqué l'opinion, c'était des occidentaux souvent. Ça a marqué aussi évidemment parce qu'il y a eu des Indonésiens qui ont perdu la vie. Et les États-Unis, les Nations Unies, l'Europe, ces puissances se sont rendues compte, ces empires, qu'une catastrophe très localisée dans des pays peut-être pauvres pouvait engendrer énormément de dégâts sur nos côtes occidentales. 2011, on a eu la confirmation avec le Japon, malheureusement, séisme de Sendai. Les Japonais sont les meilleurs de la classe. 5G, capteurs, IPv6, fibres. On se souvient tous de Fukushima, cette centrale nucléaire qui déraille et qui malheureusement la population a dû déserter une partie de la préfecture de Fukushima. On se souvient moins des morts, 20 000 morts, ce sont les meilleurs de la classe. Et ils avaient les systèmes d'alerte, ils avaient tous les systèmes permettant de prévenir les populations que quelque chose de grave allait se produire. La France est un des pays les moins bien préparés à ces catastrophes majeures. Vraiment. Et si je vous montre cette plage-là, c'est qu'elle pourrait se transformer un jour en un terrible cauchemar. Et Irma, en 2017, nous a montré à quel point nous étions fragiles, et à quel point nous, insulaires, nous pouvions très vite nous retrouver coupés du monde. Il y a eu un incident, une fibre optique coupée Tonga à côté. On se rend compte un peu de ce que ça représente aujourd'hui d'être coupé du monde et d'avoir une fibre optique sectionnée. Une catastrophe type tsunami qui toucherait la Caraïbe, c'est potentiellement 500 000 morts. Alors je donne des chiffres
pour qu'on se rende compte à quel point, malgré tout ce qu'on vient de se dire à Diginova, toute cette technologie dans laquelle on baigne en permanence, à quel point on reste quand même extrêmement fragile. Enfin, tous les ans, dans la Caraïbe, il y a un exercice qui s'appelle CariCoEvo. Et en gros, depuis 2011, des États se coordonnent, s'organisent pour évacuer des zones comme celle-là et montrer à quel point il faudrait, prévenir, travailler sur la prévention, deux, cartographier les territoires et dessiner les itinéraires d'évacuation, si vous devez évacuer tous les hôtels qui sont en bord de mer. En combien de temps vous évacuez vos hôtels? En combien de temps vous évacuez vos écoles? En combien de temps vous évacuez vos entreprises? Quelle partie de l'île serait impactée? Comment vous mettez en œuvre le système d'alerte? Est-ce que les personnes ne vont pas être en défiance? Et pour faire face à des catastrophes naturelles majeures, il faut que les populations aient confiance. Confiance dans le message que vous allez envoyer. Et ces paysages en boîte paradisiaque, le fait qu'ils se transforment en cauchemar, c'est ce qu'on a vu aux Bahamas, les personnes ne réalisaient pas à quel point les événements naturels pouvaient balayer et détruire ces paysages paradisiaques. Alors qu'est-ce qu'on a comme rôle, nous citoyens, dans ces histoires-là, puisque c'est le rôle de l'État? La photo que vous voyez, elle date du 14 mars 2018, pendant l'exercice CariCoEvo. Et ce qu'on a fait depuis 2011, c'est qu'on a voulu utiliser tous les moyens qu'on avait à disposition. Les réseaux sociaux, les médias sociaux en gestion d'urgence, la radio, les blogs, Internet, les réseaux radioamateurs. On a vraiment réussi à projeter, dès 2015, en Guadeloupe, dans mon île, au niveau de l'archipel, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, l'archipel Guadeloupe, on a projeté ces moyens à la Désirade, donc au large de la Guadeloupe, sur une île qui, de facto, si quelque chose de grave se passe, et c'est pas pour rien que je vais montrer ces hôtels, les ONG se concentreront en priorité sur les zones où vous avez des Occidentaux. On va se raconter l'histoire, c'est ce qui s'est passé à Saint-Martin. Et ensuite, on s'occupera des dépendances de l'archipel Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Irma, Maria, tout le monde se focalise sur Pointe-à-Pitre, Le Gosier, Sainte-Anne. Les maires de Marie-Galante sont restés 3 jours sans nouvelles de la préfecture de Guadeloupe, qui était à 34 km. Mais ce que l'on avait constaté en 2015, c'est que malgré nos applications WhatsApp, Twitter, Viber, on se retrouvait extrêmement seul sur cet archipel à partir du moment où les communications étaient coupées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté, on a créé des QG un peu comme celui-là, et on a projeté en fait des moyens radio. Donc des antennes qui permettaient de faire des faisceaux hertziens entre Saint-François et la Désirade, 25 km. Entre Saint-François et Marie-Galante, 34 km. On a utilisé des réseaux radioamateurs qui nous permettaient, avec des tout petits talkie-walkie comme ça, de communiquer à plus de 60 km. On a utilisé des capteurs pour mesurer un peu ce qui se passait. Et pour transporter tout ça, on a fait appel à toutes les bonnes volontés, on a payé notre essence, on a payé notre kérosène, on a fait appel à des pilotes de ligne volontaires qui se sont mobilisés pendant Irma et qui ont été une vraie force de projection en tant que citoyens, et qui nous ont permis, avec des pipeurs à roues comme ça, ou des navires, mais de transporter l'aide et de pouvoir donner à ces citoyens les outils, les moyens qui leur permettent en fait de se protéger et d'avoir l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour faire face à la crise. Là, ce que vous voyez là, c'est un faisceau hertzien. L'idée, c'est d'utiliser des moyens sur étagère pour que les collectivités, les citoyens puissent disposer du minimum vital pour dresser une liste de besoins, pouvoir projeter aussi des moyens sur les territoires qui en auraient le plus besoin. Une antenne relais 4G, une I-Note B. En fait, on faisait face en tant que citoyen à une espèce d'omerta des opérateurs télécoms qui ne voulaient pas mettre en place l'alerte cellulaire. Alors, je vous ai parlé de Gustave Ferrier. Alors, il y a un super institut, une superbe agence associée à Antipolis qui s'appelle LETSI. LETSI a drafté, a dessiné avec les pays, en coopération avec énormément de scientifiques, ce qu'est la 1G, ce qu'est la 2G, ce qu'est la 3G, ce qu'est la 4G, ce que sera la future 5G. Et LETSI, dans l'ensemble de ces normes avec des G, a défini des canaux d'urgence pour que les réseaux cellulaires puissent diffuser des alertes en cas de crise majeure. 3 niveaux d'alerte. L'alerte extrême, celle que Donald Trump a utilisée récemment en test aux États-Unis pour voir si tout le monde recevait bien ces messages. Les alertes dites sévères,
Donc les avalanches, des inondations, des crues, des ouragans, des alertes dites Amber, alerte enlèvement. Quand vous avez un enfant qui disparaît, on peut diffuser le visage, la photo de cet enfant. Et le TWS, Emergency and Tsunami Warning System, qui est une alerte dérivée d'alerte cellulaire, mais dédiée au tsunami et au séisme. Au Japon, on est à H-4 secondes avant l'arrivée d'une onde sismique. Alors pas l'épicentre parce que c'est immédiat, mais autour de l'épicentre, les Japonais arrivent à prévenir 4 secondes avant une secousse sismique, jusqu'à 4 secondes avant une secousse sismique, sur les réseaux cellulaires, qu'il va se passer quelque chose de grave. Alors, on est français, Cocorico, c'est nous, on a inventé ces normes, et on est les derniers à les déployer. On est les derniers à les mettre en œuvre, et tous nos opérateurs ont fait le forcing auprès des cabinets, auprès de nos ministres, auprès des différents cabinets, pendant des années, pour que cette norme ne soit pas déployée. Et on se retrouve, nous, citoyens, guadeloupéens, en plus, hein, tout au bout de la chaîne. Alors déjà qu'on est en retard sur la 4G, sur l'aide cellulaire, on oublie, hein, on a voulu prouver que cette alerte cellulaire fonctionne. Et on a pris une inote B comme celle-là, et on a fait de l'alerte cellulaire à Marie-Galante en 2016. La 4G est arrivée en Guadeloupe en 2017. On a été les premiers en tant que citoyens à prouver à nos États, à nos collectivités, que l'alerte cellulaire qui a été inventée en France était capable d'alerter des Marie-Galantais au bout du de la chaîne d'alerte de l'arrivée imminente d'un tsunami. On a mis un point d'honneur, et je mettrai un point d'honneur l'année prochaine à venir avec une G9B, donc l'évolution de cette antenne relais, pour prouver en Calédonie, pendant l'exercice Caribbean Pacific Wave 2020, que l'on est capable de prévenir des Calédoniens sur les réseaux 5G, donc en France sur les 4G, que quelque chose de grave va se produire, un feu de forêt, un tsunami, et potentiellement, si jamais demain on en avait besoin, une catastrophe malheureusement industrielle. La bande FM, pour ceux qui ont eu l'occasion de rouler sur des autoroutes dans l'Hexagone, vous avez un système d'alerte qui vous dit que y a un obstacle sur la voie, que vous avez des embouteillages, des ralentissements, et en fait, cette alerte RDS va couper vos programmes. Même si vous êtes en train de streamer votre meilleur site de streaming dans votre voiture, votre autoradio va couper le son et diffuser l'alerte audio qui est en cours. Norme aussi inventée en France. Et là, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins un hack qu'on a fait en fait sur nos autoradios. Alors celui-là il a un peu évolué, mais on a des petits autoradios de Dacia Sandero qui sont encore moins... Tout à l'heure le message était en créole, et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on était capable aussi de diffuser des messages dans nos langues traditionnelles, et montrer aux autorités qu'on était capable en France de diffuser des textes dans la langue que l'on veut sur les autoradios d'automobilistes qui sont exposés à une crise majeure. Là encore, les conventions avec France Télévisions et Radio France ne sont toujours pas signées dans certaines préfectures. Principale, c'est tout. L'objectif, c'est de montrer que c'est possible et qu'on n'a pas de problème technique. On a des problèmes politiques. Souvenez, 1902, 30 000 morts, mauvaises décisions politiques, locales, régionales, nationales, et des Français qui décèdent parce qu'on a pris les mauvaises décisions, parce qu'on n'a pas su mettre en œuvre les technologies qui permettent de mettre en sécurité et en sûreté des populations.